Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo point lecture. Avouez que c'est quand même plutôt régulier. Ma dernière vidéo date du début de l'année 2023, là on est au mois de mars. Je trouve que bon, c'est pas le rythme que j'espérais avoir, mais ce n'est pas une absence de rythme non plus. On va essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue et donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus depuis le début de l'année 2023. J'ai essayé de tenir mon compte Instagram à jour, j'ai pas réussi. Voilà, tant pis. Je commence par vous parler du livre Devenir chevreuil de Tony Durand. Ce livre, si vous suivez mes vidéos chez Noisette et Chèvrefeuille, vous savez que ça fait partie du calendrier de l'après que j'ai reçu cette année à Noël. Et ce livre, il est truculent, il est savoureux, il est doux. Il est pertinent, c'est un recueil poétique de pensées, de philosophie autour de la vie d'un chevreuil, autour de... En fait, si nous, êtres humains, on devenait un chevreuil, ce serait quoi notre quotidien, ce serait quoi notre vie, quelles seraient nos relations avec les autres, avec l'environnement, quelle serait notre empreinte carbone. Vraiment hyper pertinent, hyper drôle et savoureux, très très doux comme lecture. On n'en entend pas du tout parler et pourtant je trouve que c'est ce genre de petite pépite qui est très agréable à savourer et à lire. La quatrième de couverture, c'est dans la nomenclature du vivant. Le chevreuil se trouve à l'intersection de la chèvre et de la feuille, comme le chèvrefeuille en somme, mais en nettement plus concis. C'est très bien pensé au niveau du langage, au niveau de la langue, c'est très agréable. J'imagine tellement une lecture, enfin une mise en lecture, une mise en voix, pourquoi pas une mise en scène de ce texte, c'est truculent. Là je prends par exemple: si j'étais un jeune chevreuil, le chêne, le charme, l'érable, le cornouailler constitueraient mon bel ordinaire. Le cas échéant, je me contenterais de glands et de graminées avalées sur le pouce. Peut-être aurais-je du goût pour les ronces, l'honnêteté me pousse à le reconnaître, c'est surtout dans l'espoir d'y trouver des mûres que je me livrerai au débroussaillage. Sans doute rêverais-je de goûter au micocoulier, afin de me faire une idée par moi-même. On dit tellement de choses. Sans doute ne serais-je pas difficile finalement. Peut-être me laisserais-je tenter par une tarte aux cerises encore fumante posée sur un rebord de fenêtre, si c'est la saison. Dans ce même vlog de fin début d'année sur Noisette et Chèvrefeuille, je vous disais que j'avais très envie de lire des essais, de relire plus d'essais. Et mon premier essai de l'année, ça a été Petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs de Ilaria Gaspari, publié chez PUF. Le postulat de départ de l'autrice, qui est professeure en psychologie, voilà, docteur en philosophie, pardon. C'est du constat qu'elle est une grande émotive et donc de réfléchir à chacune des émotions qu'elle peut traverser au quotidien, à comment elle réagit, comment ça a été construit, son vécu. Et en fait c'était très intéressant au début, mais au fur et à mesure j'ai trouvé que le postulat était un peu trop universalisant et on tombait dans du développement personnel plutôt que d'être dans la véritable réflexion philosophique comme au début de l'ouvrage. Donc c'est un ouvrage en demi-teinte pour moi, je n'y ai pas trouvé ce que je recherchais. Les premiers chapitres étaient très intéressants, j'ai beaucoup aimé l'angoisse par exemple, le regret, le remords, la nostalgie, enfin voilà, tout le début du livre était très intéressant. Et ensuite à partir de la colère, l'envie, la jalousie, le bonheur, enfin gratitude, tout ça c'est des chapitres que j'ai quasi pas annotés en fait parce que ça me parlait plus du tout. Voilà, c'est dommage parce que le postulat de départ est super. Je trouvais qu'il n'y avait peut-être pas assez de notes de bas de page, assez de sources, je saurais pas dire, ça m'a pas convaincue en tout cas, donc tant pis pour moi. Voilà, c'était un essai, sans mauvais jeu de mots, ça n'a pas marché. J'ai acheté et lu dans la foulée Galatée de Madeline Miller, qui est une nouvelle. Madeline Miller, c'est l'autrice du Chant d'Achille, que je n'ai toujours pas lu, et de Circé, que j'ai lu et adoré il y a quelques années. J'en avais fait des vidéos sur mon ancienne chaîne, donc je vous y renvoie si jamais mon avis là-dessus peut vous intéresser. Et j'étais très curieuse de découvrir ce que Madeline Miller pouvait faire de l'histoire de Galatée. Galatée, pour un peu resituer pour les personnes qui ne sont pas fanas de mythologie gréco-romaine, c'est une statue qui prend vie, une statue qui a été faite par Pygmalion, qui est un sculpteur voilà, qui est enfermé, qui déteste, qui a une grande part de misogynie en lui, qui a germé toutes ces années. Voilà, il trouve que les femmes sont inconstantes, il trouve qu'il n'y a plus qu'une statue qu'il pourrait aimer parce qu'elle serait parfaite, elle serait sans défaut, et les dieux donnent vie à cette statue qui devient Galatée. Et là on suit l'histoire de Galatée une fois qu'elle a pris vie et qu'elle a eu un enfant avec Pygmalion, et s'est déplacée dans le monde contemporain
Ce qui est très étrange puisqu'habituellement Madeline Miller prend place dans le temps des mythes en fait, en tout cas pour Circé et le chant d'Achille, pardon. Et là, Galatée, ça commence, elle est dans un hôpital psy et elle s'éveille et elle a toutes les caractéristiques en réalité d'une statue. Elle a jamais chaud, elle a jamais froid, elle est jamais malade, enfin voilà, ça reste une statue qui a pris vie, à qui on a octroyé un souffle de vie mais qui n'est pas humaine pour autant. Et voilà, en fait, chaque jour, plus ou moins, elle reçoit la visite de Pygmalion qui redemande à revivre sans cesse la scène où elle s'est éveillée telle la belle au bois dormant à la vie et à son amour. Et en fait, il arrive comme ça chaque jour, il pleure, il dit « Oh, si seulement cette statue pouvait prendre vie, si seulement je pouvais l'aimer, si seulement nous pouvions partager des instants, etc. » La Galatée doit jouer qu'elle prend la vie. Pygmalion la viole, donc chaque jour, et voilà. Galatée a été enfermée en hôpital psychiatrique puisqu'elle a tenté ou de s'échapper ou de se suicider, je ne sais plus. Elles ont une fille avec Pygmalion dans ce récit-là, et Galatée essaie de protéger sa fille et de s'enfuir avec sa fille. C'est tragique, mais j'ai surtout trouvé que c'était extrêmement trash. Et ça m'a pas convaincue en fait. J'ai trouvé qu'il y avait la vulgarité, le langage familier était hyper présent. Je ne sais pas ce que ça donne en langue anglaise. Je sais que le côté plus trash en langue anglaise me dérange moins, comme par exemple chez Sarah Kane, à qui j'ai immédiatement pensé au vu de la thématique et de la langue utilisée, mais en les traductions françaises il faut que ce soit extrêmement bien fait pour pas que ça ne paraisse simplement vulgaire mais tout de même travaillé. Là moi je trouve qu'on n'y est pas du tout dans ce récit là. Voilà, c'est vraiment dommage parce que c'est un mythe auquel je m'intéresse énormément en ce moment, Galatée et Pygmalion, de la poupée à qui on donne vie, de la femme, de l'image de la femme parfaite qu'on modèle parce que les femmes réelles ne sont pas parfaites puisqu'elles parlent, elles vieillissent, elles s'expriment, elles ont des pensées, elles ne sont pas contrôlables, ce ne sont pas des marionnettes, c'est des poupées et des statues. Donc moi ça fait partie d'un projet sur lequel je travaille en ce moment dans mon travail, et donc j'attendais beaucoup de cette nouvelle, mais voilà, moi ça m'a pas convaincue, donc si vous comptiez l'acheter, vous pouvez largement passer à côté selon moi. Ma plus grosse déception de ce début d'année, c'est L'absence d'oiseau d'eau d'Emmanuel Pagano. Je rêvais de lire ce livre depuis plus d'un an, depuis que Digli en avait parlé sur sa chaîne, et il était introuvable dans toutes les librairies qui étaient près de chez moi. Mon ami John Smith l'a trouvé dans une librairie proche de chez lui, il me l'a envoyé, c'est un beau cadeau de Noël, de belles étrennes, et j'attendais avec plaisir de pouvoir le lire parce que cette histoire, c'est l'histoire vraie d'Emmanuel Pagano, cette autrice qui se lance un défi avec un autre auteur de s'envoyer des lettres d'amour. Voilà. Le souci c'est qu'ils finissent par tomber réellement amoureux et l'auteur finalement décide de rompre tout contact avec Emmanuel Pagano et lui demande de récupérer ces lettres que lui a envoyées à elle. Et donc dans cet ouvrage nous avons que les lettres d'Emmanuel Pagano. Et moi j'attendais une histoire d'amour tragique. Sur le papier ça avait tout pour me plaire et en réalité moi je trouve que je tombe là-dedans dans une histoire de fesses entre intellectuel. Si je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais si ça vous évoque quelque chose, on est en plein dedans. Dès le départ, je trouve que c'est hyper malsain. Emmanuel Pagano, je m'étais imaginé qu'elle était encore jeune fille, jeune femme au moment où commence cet échange de lettres. En réalité, elle a déjà 3 enfants, dont une grande fille ado. Elle est mariée avec un homme qui a adopté ses enfants d'anciennes relations. Enfin, et elle décide réellement de tout fiche en l'air avec ce défi et cet auteur, et en fait dès le début on sent qu'il y a mal donne, on sent qu'il y a une ambiguïté, c'est pas sané au fur et à mesure comme je me l'étais imaginé, mais c'est dès le début, c'est assez trash, et moi ça me met extrêmement mal à l'aise en fait de tomber sur des lettres là qui sont des lettres donc véridique entre un auteur et une autrice, et je trouve qu'on a une grande part de leur intimité qui nous est dévoilée, leur première rencontre physique, leur première relation sexuelle, on a tout ça là-dedans. En fait moi j'ai refermé l'ouvrage au bout d'un moment parce que j'étais une intruse dans ce récit-là. Alors je comprends l'idée de catharsis que ça peut être et d'exutoire pour l'autrice que de livrer ces lettres-là pour faire le deuil de cette histoire et en faire quelque chose, mais j'ai pas arrêté de me dire que si j'avais été l'auteur en face, même si on peut, je pense, difficilement deviner qui est l'auteur
avec qui elle correspondait, mais toute leur vie privée est étalée comme ça, la sienne à lui aussi avec les femmes qu'il peut rencontrer, enfin... Donc ça m'a mis extrêmement mal à l'aise et c'est un gros raté pour moi et je ne pense pas relire du Emmanuel Pagano parce que c'est trop sexualisé pour moi. C'est des choses qui ne me plaisent pas en littérature. Je pense que l'érotisme, la volupté, ça peut être des choses magnifiques à écrire et à lire, qui peuvent nous faire ressentir beaucoup de choses, mais le trash et le sexe pour le sexe et la description très crue de relations sexuelles, moi j'en ai marre de lire ça, j'en ai marre qu'on nous décrive ça à longueur de journée, que ce soit dans les livres, dans les films, partout. Donc au bout d'un moment, peut-être pourrait-on parler d'autre chose et mettre en avant d'autres choses dans les relations humaines. Sans mauvais jeu de mots, une petite pépite que ce livre, ce roman Chocolat de Johann Harris. Ce livre, peut-être que vous connaissez son adaptation cinématographique avec Juliette Binoche et Johnny Depp. C'est une adaptation, un film que moi j'aime beaucoup, c'est un film doudou depuis mes années étudiantes que je regarde plutôt régulièrement. C'est l'histoire de Vianne Rocher qui est chocolatière et qui s'établit dans un petit village de campagne en France. Elle a une fille, Anouk. Cette fille n'est pas baptisée et Vianne ne va pas à l'église, elle va pas à la messe tous les dimanches. Ça déplaît forcément à tous les habitantes de cette ville. Elle débarque, elle ouvre sa chocolaterie en plein carême. Donc ça c'est pareil, ça ne passe pas auprès de la population traditionnaliste. Et c'est un récit mais tellement plaisant, mais ça m'a fait tellement du bien de le lire. Vous pouvez le voir dans mon dernier vlog, comment j'ai réenchanté ma vie sur Noisettes et Chèvrefeuille, mais ce livre je l'ai fait durer. C'était, comme le titre le dit en fait, un chocolat, quelque chose de doux, d'amer, de tendre, de croquant, avec énormément de saveurs à l'intérieur. C'était... Ouais, j'ai vraiment pris plaisir à lire cet ouvrage. Il y a deux points de vue de narration. On alterne entre le point de vue de Vianne Rocher, donc cette jeune chocolatière qui a une fille qui est dans l'enfance et qui emménage dans cette bourgade et qui nous raconte aussi comment elle a grandi avec sa mère qui était tout le temps en voyage. Elle a une existence extrêmement nomade et là elle a envie d'avoir quelque chose peut-être de plus sédentaire, de se poser et... ça alterne avec le point de vue du prêtre en charge de la paroisse de ce village, comparé au film où là c'est le maire qui prend ce rôle-là. Et on a quelque chose aussi qui apparaît, qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait penser à Notre-Dame de Paris, en fait avec ce prêtre qui va être rongé par l'envie, un désir hyper malsain, dérangeant par rapport à Vianne et au chocolat pendant le carême. Il parle tout le temps à l'ancien prêtre de paroisse qu'il admirait et qui a succombé un jour à une femme. Il lui demande de lui envoyer sa force et il lui demande de raconter mais comment as-tu cédé, pourquoi as-tu cédé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette femme m'obsède et je la hais, je la déteste parce qu'elle corrompt les âmes des habitants et habitantes du village, il faut que je les ramène dans le droit chemin. Et c'était vraiment... un très beau récit, une très belle plume, une très bonne traduction, un ouvrage intéressant qui peut sembler juste extrêmement tout doux et réconfortant mais qui a quand même à l'intérieur de véritables réflexions aussi sur ce qu'est et ce qu'était être une femme seule, une mère célibataire qui affirme le fait qu'elle n'est pas veuve, elle n'est pas divorcée en fait, juste elle a eu un amant et puis elle a une fille de cet amant, elle sait plus qui c'était et c'est pas grave en fait et elle évolue dans ce monde là, elle fait sa vie, elle n'a pas besoin d'aller à l'église, elle n'a pas besoin du regard de la société qui la valide, elle veut juste vivre en fait. Et ça fait énormément de bien à lire, donc voilà, si vous vous demandiez si le livre valait le coup par rapport à l'adaptation, eh bien oui, et si vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, eh ben je vous invite à déguster ces ouvrages. J'ai également lu enfin Vigdis la farouche de Sigrid Undset. C'est un livre qu'avait recommandé Antastasia il y a 2 ans maintenant dans sa vidéo autour des plus beaux récits d'amour tout autour du monde. Et j'avais noté Vigdis, j'avve acheté Vigdis puisqu'à l'époque il n'était plus disponible nulle part, il fallait le commander. Maintenant il est à nouveau disponible dans énormément de librairies et chez Stock il me semble. Aux éditions Stock et je l'ai fait patienter Vigdis pendant des années dans ma palle et un soir je me suis posée et je l'ai lu d'une traite
Et j'ai adoré ce récit, ça m'a fait replonger dans les contes. Moi, je suis une grande amatrice de contes. J'ai toujours adoré les contes, les légendes, les mythes, les récits anciens, les histoires d'amour anciennes qui sont torturées, mêlées à de la magie, à de la vengeance, à de la vendetta, tout ça. Quand c'est en plus dans des terres fort lointaines comme ici, l'Islande et la Norvège, je suis ravie, je suis servie. Sigrid Undset écrit ce récit à l'aube du XXe siècle et elle prend exemple sur toutes les sagas islandaises que lui lisait son père lorsqu'elle était enfant et elle s'inspire de tout ça pour créer l'histoire de Vigdis. Vigdis qui est une jeune femme, la fille d'un grand seigneur, Gunnar. Un jour, dans la cour du roi Gunnar, on reçoit Liot et son oncle qui l'a élevé. Liot c'est un homme, voilà. Et Liot va s'éprendre de Vigdis de manière extrêmement dérangeante, déplaisante, obsessionnelle. En fait, ça va devenir son obsession, son culte. Et on sent dès le départ que Vigdis a une attirance et en même temps une répulsion par rapport à ce personnage qu'elle sent dangereux, qu'elle sent imprévisible parce qu'il est inconstant, il est passionné, donc il y a ce côté amour passionnel qui est extrêmement dérangeant et quand on est habitué maintenant à voir des red flags par rapport à ce genre de relation, à ce genre d'homme, de comportement, on dit oula attention, ça risque de mal finir. Je ne vous dis pas ce qui se passe, mais très vite au début du récit, il arrive quelque chose d'affreux, un traumatisme à Vigdis. Et ensuite, on va suivre le quotidien de ces deux personnages en parallèle, leur vie, toute leur histoire, comment chacun a vécu ce qui s'est passé entre eux. Et c'est teinté de malédiction antique. On sent que Sigrid Undset est aussi extrêmement imprégnée des choses comme l'Orestie, l'histoire de Troie, d'Agamemnon, de Clytemnestre, de la destinée, de la fortuna grecque qui maudit les personnages jusqu'à la fin, qui entrecroisent leur destin pour le pire bien souvent. Tout ça dans un Moyen-Âge islandais, norvégien, avec cette Vigdis qui est une femme forte qui affronte tout ce qu'elle peut pour se maintenir en vie et pour retrouver sa grandeur et ce qui lui est dû. Et c'est, écoutez, moi j'ai adoré ce récit et j'ai hâte de découvrir d'autres ouvrages de Sigrid Undset. Autre récit lu très rapidement en une soirée, La Nouvelle Rêvée de Arthur Schnitzler. C'était mon tout premier Arthur Schnitzler, c'est un auteur autrichien du XXe siècle. La Nouvelle Rêvée, vous ne connaissiez peut-être pas, mais vous connaissez probablement le film qui a été adapté de cette nouvelle qui est Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick avec Tom Cruise et Nicole Kidman. J'étais traumatisée, je pense, comme beaucoup. C'était très dur, hein. C'est Kubrick, quoi, et son regard très misogyne sur les femmes et cette ambiance hyper dérangeante. Je ne l'ai vu qu'une fois et sinon j'ai revu le début quand j'étais en école de ciné puisqu'on faisait tout un cours sur Kubrick et les adaptations. Mais par contre j'étais extrêmement curieuse de connaître La Nouvelle Rêvée qui est la nouvelle dont s'inspire Kubrick pour faire Eyes Wide Shut. Kubrick lui déplace ça à la fin du XXe siècle et tandis que Eyes Wide Shut ça se passe au tout début du XXe siècle. On a Fridolin qui est un jeune médecin qui est marié depuis des années avec sa femme qui s'appelle Antoinette, il me semble, Albertine. J'y étais presque, ça commençait pareil. Ils sont mariés depuis des années, ils vont à un bal et à un moment le soir ils rentrent et ils se disent « Ah, t'as déjà eu envie de me tromper ?» Je pense que c'est la question à ne pas poser dans un couple. Vraiment, ce ne sont pas des choses parfois qui doivent se dire. C'est un peu la morale de cette histoire. Fridolin va complètement vriller après les révélations de sa femme qui lui dit qu'elle a eu un coup de cœur lors de dernières vacances pour un Danois qu'elle aurait pu tout quitter pour lui, mais que c'est de l'ordre en fait du fantasme. Il y a une dimension psychologique extrêmement forte dans ce récit de la psychanalyse. Schnitzler, il est autrichien, donc il y a le courant freudien, tout ça, il y a énormément de choses par rapport au moi, au surmoi, au conscient, à l'inconscient, au domaine du fantasme, au domaine du rêve, à l'image de la femme. On a des narrations de rêves qui sont racontées à l'intérieur de la nouvelle qui mettent en lumière certaines choses, enfin voilà, des interprétations de rêves. Et en fait, Fridolin, après les révélations de sa femme, est appelé au chevet d'un malade qui en réalité est mort au moment où il arrive. Et la fille de ce dernier va révéler à Fridolin qu'elle l'aime. Fridolin va partir.
Et il va être complètement perturbé par rapport aux révélations de sa femme, à ce que cette jeune fille vient de lui dire. Finalement il rencontre un ancien ami à lui qui lui dit moi je joue du piano dans des soirées hyper bizarres où j'ai les yeux bandés, il se passe des choses a priori assez louches, mais moi ça m'éclate de le faire, à chaque fois c'est dans un nouvel endroit. Enfin voilà, Fridolin lui comme il a complètement vrillé, il fait sa crise de la trentaine en gros. Il dit ok amène-moi, il lui dit mais c'est pas possible, c'est dangereux. Il loue un déguisement, il tombe sur une femme, à nouveau une jeune fille avec qui c'est étrange. Et arrivé dans ce bal masqué où seuls les masques restent mais tout le reste tombe, il se retrouve dans une soirée presque satanique, écoutez, enfin voilà, où les femmes sont habillées en nonnes, vêtues en nonnes, et elles font des striptease aux hommes, et tout ça sur de la musique. En fait c'est une orgie, enfin dans un club BDSM, on ne sait pas, enfin c'est très flou. Voilà, et je ne vous en dis pas plus, je vous en ai déjà dit beaucoup sur cette nouvelle. Si ça vous intéresse, vous pouvez la lire. Moi j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, je me perdais dans les interprétations de rêves. J'ai pas trouvé que Fridolin était un personnage extrêmement sympathique. Le côté nouvelle, quasi fantastique parfois à certains moments, m'a laissé sur ma faim. Enfin vraiment à la fin j'étais mais je veux savoir moi aussi ce qui s'est passé. On nous en dit trop ou pas assez. Mais c'était un classique à lire pour moi, donc je suis très contente de l'avoir lu. Et je termine cette vidéo avec Laura Willows de Sylvia Townsend Warner. C'est une autrice du début du XXe siècle à nouveau, ou pour Laura Willows est son tout premier roman. C'est une autrice britannique. Laura Willows, c'est un roman que j'ai adoré en même temps, qui m'a complètement perdue. Et la fin ne m'a absolument pas convaincue, mais il mériterait que je le relise d'ici quelques années pour lui laisser une deuxième chance, en tout cas à cette fin. On suit le quotidien de Laura Willows, qui est une jeune femme au début, qui vit dans une maison de famille. Ils sont plutôt aisés, elle a 2 frères, et elle évolue comme ça dans cette maison. Et puis elle est pas très jolie Laura, donc la marier c'est difficile. Et puis finalement elle ne se marie pas, sa mère décède, son père décède, et elle devient en fait la gouvernante des enfants de ses frères. Voilà. Et elle devient juste tante Loli pendant toute une partie de l'histoire. Elle est emmenée au gré des déménagements de la famille. Voilà, elle est pas malheureuse de son état forcément. Mais voilà, on suit le quotidien de Laura, on nous explique ce qu'elle fait, quelles sont ses journées. C'est un personnage qui au départ de ce récit semble très loin de nous. On n'a pas accès à l'intériorité de Laura. Et à la moitié du récit, Laura décide de déménager, de récupérer son héritage et d'acheter une petite maison dans un petit village anglais très très loin et de vivre une vie rurale très simple, au contact d'un tout autre monde, au contact de même l'invisible et de s'émanciper en fait de toute sa vie. Laura a 47 ans, si je ne dis pas de bêtises, au moment où elle déménage. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur une jeune héroïne pimpante, fraîche, non, on est sur une héroïne considérée comme âgée, même si 47 ans c'est tout de même extrêmement jeune, et elle est là-dedans, et en fait c'est très appréciable. Là d'un coup on a accès à toute l'intériorité de Laura, à ses pensées, à sa vision de l'existence, à quelque chose de beaucoup plus doux. On a une ambiance très cottagecore si ça vous parle, et en fait à la fin du récit Laura devient sorcière. Voilà, je vous le dis, c'est un spoil sans vraiment être un spoil, mais voilà, moi c'est ce qui m'a dérouté à la fin du récit. J'ai pas compris pourquoi on tombait là-dedans, et je pense qu'il faut être au courant avant de le lire, parce que moi je m'attendais pas du tout à ça, j'étais pas au courant, et c'est vraiment j'ai dit j'ai bien lu ce qui vient de se passer, ça tombait comme un cheveu sur la soupe, et donc les dernières pages, les derniers chapitres, je les ai terminés vraiment en diagonale, parce que pour moi on n'était plus dans l'histoire de Laura, on était dans autre chose qui est arrivé trop brutalement à mes yeux, et c'est pour ça que je pense que ce livre mérite une relecture d'ici quelques années pour que je vois peut-être dans le récit des indices. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo point lecture qui n'est pas trop longue, qui fait moins d'une demi-heure. Et ça c'est une grande victoire pour moi. J'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos plus belles lectures de ce début d'année 2023. J'ai bien envie peut-être de vous faire une vidéo sur mes envies lecture du printemps. Mais même si j'avais dit que j'arrêtais les vidéos envie lecture parce qu'au final je lisais pas les livres que je vous présentais, j'ai quand même envie de filmer des choses, donc à voir. Je ne vous promets rien, mais je vous dis seulement quelles sont mes envies futures. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.